Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous recevons aujourd'hui Xavier Watso, Abénaki de la communauté d'Odanak, dont la voix se fait de plus en plus entendre dans l'espace public québécois. Après avoir passé une quinzaine d'années à transmettre sa passion pour le théâtre comme enseignant d'art dramatique au secondaire, Xavier Watso est devenu l'un des créateurs de contenus autochtones les plus suivis au Québec, notamment sur TikTok. On retrouve aussi Xavier Watso dans nos médias traditionnels, par exemple sur toutes les plateformes de Radio-Canada et de Télé-Québec, dans des émissions comme La journée est encore jeune, Bonsoir, bonsoir, Il restera toujours la culture ou encore Kwekwe. Xavier Watso est également maître de cérémonie des powwows d'Odanak et de Wolinack, animateur pour le festival Présence autochtone et comédien de théâtre. Xavier Watso est aussi la figure centrale d'un fascinant documentaire intitulé Waban, Retrouver nos voix, dans lequel il parcourt le territoire à la recherche de solutions pour assurer la préservation des langues autochtones au Québec. Un film qui met en lumière l'urgence d'agir, mais aussi la remarquable vitalité de ces langues qui façonnent notre histoire collective. Au micro de Mathieu Lavigne, Xavier Watso évoque la réappropriation culturelle, l'éducation, le militantisme, les réseaux sociaux et la force des voix autochtones. Xavier Watso, Kwai. Quoi, Mathieu? Xavier, merci beaucoup. Xi Oleone, vraiment, pour d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, vraiment, de pouvoir discuter avec toi. Pareillement, partagé. Xavier, tu as passé une partie de ton enfance à Yamaska, non loin de la communauté abénakise d'Odanak, mais tu as également grandi à Montréal. Et d'emblée, j'ai le goût de te demander, est-ce que la langue, est-ce que la culture abénakise faisait déjà partie de ta vie lorsque tu étais enfant? Ouais, non, en fait, parce que c'est ça, comme tu l'as mentionné, j'ai grandi dans le village à côté d'Odanak, le village de mon père, qui est allochtone, donc c'est un Cournoyer, là, c'est un blanc. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, ça m'a encore plus éloigné de la communauté. Mais les traditions, ma langue, puis ma culture abénakise n'étaient pas du tout présentes, ou très peu, même si je retournais souvent dans la communauté, n'étaient pas présentes parce que c'est des choses qui ont été... Puis on rentre quand même vite dans le gros du sujet, là. Mais c'est parce que c'est des choses qui ont été littéralement arrachées à ma mère et à ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, elle a fait les pensionnats lorsqu'elle était enfant. Donc, elle n'a pas transmis ça à ma mère. Puis, ma mère, elle a fait partie de la rafle des années 60, donc mise en famille d'accueil assez jeune. Et donc, elle aussi, elle a été déracinée de cette façon-là. Puis c'est de cette façon-là que moi, j'ai pas eu accès à la culture, la langue, les traditions. Donc, en grandissant à Montréal, je savais que j'étais autochtone, évidemment, parce qu'on retournait quand même souvent au Odanak, mais ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi, qu'est-ce que c'était être abénaki. OK. Et puis à quel moment va débuter ton travail personnel, ou on pourrait dire un travail de réappropriation de la langue, de la culture abénakise? Il y a eu comme une espèce de moment où tout est arrivé en même temps. Il y a eu Idle No More, à peu près, je pense, 2013. Idle No More, qui était un des plus gros dans les temps récents de soulèvement, mouvement populaire de militance autochtone. Je trouve que le nom est très apte dans le sens où Idle No More, on ne sera plus passif, là, mettons, on ne sera plus jamais... fini l'inertie, hein? C'est un peu ça. Ouais. Et puis ça a vraiment été ça, tu sais, ça a été un moment où est-ce que... Moi, j'étais déjà dans la militance de par la grève étudiante de 2012, fait que j'ai juste continué dans cette façon-là, puis en militant aux côtés de d'autres personnes autochtones, j'ai fait comme, OK, il faut que j'aille reconnecter moi aussi, il faut que je redéfinisse ça veut dire quoi être autochtone. En même temps que ça l'arrivait pour la première fois, il y avait des cours de langue abénakise qui se donnaient à Montréal. Puis ça, j'étais bien intrigué parce que je comprenais pas, je pensais pas vraiment qu'il restait des locuteurs abénakis. Puis, en fait, l'histoire, c'est que au début des années 2000, il restait une année qui le parlait. C'était considéré disparu. Si tu allais sur Wikipédia, c'était écrit extinct, là, donc disparu comme langue. Mais cette année-là, l'a enseigné à quelqu'un qui l'a appris puis qui a commencé à nous l'enseigner également. Puis,
j'ai décidé d'aller à ces cours de langue-là avec mon frère puis ma mère. Je disais, hey, il y a ça qui se donne, ça vous tente dessus. Fait qu'on est allés les trois, puis c'était vraiment eye-opening. C'était vraiment comme un moment où est-ce que j'ai fait comme, wow, OK, cette langue-là. La première fois que j'entendais la langue de ma nation puis de mes ancêtres, j'étais comme, OK, il me manque une grande part de moi-même. Il faut vraiment que je prenne le temps puis que je redéfinisse, c'est quoi pour moi être Abénaquis, puis ça partit de la langue. Et en même temps de tout ça, ben, j'avais mon premier enfant, ma fille, qui est née en 2013. Et donc, j'étais comme un moment de comme moi, je reconnecte, mais c'est également parce que je veux le transmettre, puis je veux briser cette chaîne-là de choses qui ont fait qu'on n'a pas pu les transmettre. Et donc, je voulais pouvoir donner de quoi d'Abénaquis à ma fille. Et donc, tout ça ensemble a fait comme ça. C'était le point de départ de ma reconnexion. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous a amené justement le mouvement Idle No More, ce travail de militant? Qu'est-ce qui aujourd'hui en reste chez toi de cette militance? Oh mon Dieu, plein de choses. J'ai été militant, tu sais, quand même assez très fort dans la grève étudiante. On avait parti un groupe, là, c'est pas autochtone, mais on avait parti un groupe de militance absurde. On se déguisait en lapin, hein, c'était bien le fun. Puis ça a continué dans Idle No More. Mais après ça, chez les Autochtones, ça a comme réveillé quelque chose en nous. Puis on marquera, en regardant le passé, qu'à chaque 2 ans, à peu près, il y a un autre gros soulèvement autochtone. Tu sais, il y a eu Standing Rock, Wet'suwet'en, Line 3 au Minnesota. Tu sais, il y a toujours quelque chose comme ça. Puis c'est fait comme, OK, au moment d'Idle No More, on a réalisé qu'on n'est pas tout seul. On est plusieurs Autochtones, même isolés puis éloignés dans les réserves. Je le nommais de même parce que ça a été créé pour justement nous séparer puis nous isoler puis nous assimiler. Ben, comme à travers les médias sociaux, on a découvert comment il y a plein d'autres gens comme nous. Puis la militance, elle a continué pour moi tout au long on peut-tu dire les années 10 pour les années 2010? Maintenant, c'est-tu correct? Oh, oui, on va se donner ce droit-là. Oui, tout au long des années 10. Xavier Watso, après ton parcours à l'université, tu deviens prof d'art drame, comme on disait à l'époque. Oui, absolument. Donc, tu as été enseignant durant 15 ans. Et je me demandais, Xavier, est-ce que dans le cadre de ton travail d'enseignant en art dramatique, déjà, les questions autochtones faisaient partie de ton enseignement? Oui, ben en tant que prof d'art drame, tu as une espèce de liberté que d'autres n'ont pas, mettons, d'une certaine façon. Tu sais. Parce que moi, tous mes cours, j'ai débuté avec une espèce de 10 minutes de discussion. Puis là, ça travaille la prise de parole, la parole en public, des affaires comme ça, tu sais. Alors, je peux facilement l'intégrer dans mon cours de cette façon-là, mais ça me permettait aussi de parler de tout et de rien avec mes élèves. On parlait de la politique autour de nous, on parlait de ce qui se passait dans le monde, on parlait aussi de choses qui étaient proches d'eux, leur musique, leurs jeux vidéo, les films, les émissions de TV qu'ils aimaient regarder. Fait que c'était vraiment un moment où est-ce qu'on parlait de toutes sortes de choses. Puis on parlait évidemment, moi, étant quand même assez familier avec les sujets autochtones, j'en parlais beaucoup avec mes élèves, puis ça permettait d'ouvrir des discussions vraiment intéressantes sur ces sujets-là. C'est intéressant. Donc, c'était un moment vraiment où tu créais du lien avec tes étudiantes, tes étudiants. Là. C'était vraiment un moment un peu d'égal à égal. Oui, moi, maintenant, je suis plus prof, mais ce dont je m'ennuie le plus, c'est évidemment ces moments-là avec mes élèves. C'était l'informel. Informel. Où est-ce que ça me permettait, moi, évidemment, de rester jeune, mais eux aussi de... Oui, ben absolument. Puis ça leur permettait à eux d'en apprendre plus sur tout plein de sujets. Et Xavier Watso, ben, le grand Murray Sinclair, ancien président de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, ancien sénateur, considérait l'éducation comme le levier principal de la réconciliation. Il a déclaré, et je le cite, « C'est l'éducation qui nous a mis dans ce pétrin et c'est l'éducation qui nous en sortira. » Est-ce que tu es d'accord? Bon, c'est un peu dur de ne pas être d'accord avec Murray Sinclair, mais est-ce que tu es d'accord avec cette phrase de Murray Sinclair? Oui, je pense que vraiment, c'est à travers les profs, à travers l'éducation, puis à travers les gens qui font de l'éducation autrement également, qu'on va réussir à changer les choses, puis à changer les mentalités. Tu sais. Moi, quand j'étais prof, je le voyais, l'impact que j'avais sur les jeunes autour de moi. Tu sais,
on n'en a pas encore parlé, mais maintenant, je suis rendu créateur de contenu. On dit des fois que c'est influenceur. Mais pour moi, influenceur, c'est pas négatif. Je veux dire, ça peut l'être évidemment, mais toute ta vie, tu es entouré de personnes qui t'influencent d'une façon ou d'une autre. Puis pour moi, une des premières personnes influenceurs que tu vas rencontrer dans ta vie en tant qu'être humain, là, c'est tes professeurs, c'est tes enseignants, tes enseignantes. Ces gens-là, ils vont t'influencer pour le mieux ou pour le pire. Puis je pense que ce rôle-là doit être pris au sérieux par les enseignants et les enseignantes. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours cru que j'avais ça. Je le faisais à plus petite échelle. Puis maintenant, je le fais à plus grande échelle. C'est ça, exact. Donc, tu as quitté l'enseignement. J'imagine que ça a été quand même une décision difficile parce que tu aimais ce que tu faisais manifestement. Et tu décides de devenir influenceur. Comment ça se fait, ce saut-là? Puis ensuite de ça, justement, comment tu vois ce saut-là comme une continuité entre ton travail de prof et celui d'influenceur? Pour comment ça s'est fait, ça part fin 2019. Il y a ce moment-là où l'application qui s'appelait Musical.ly s'est transformée en l'application TikTok. Puis en parlant avec mes élèves, j'ai réalisé qu'ils sont tous intéressés par ça, sont tous là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette application-là? Je me suis demandé, puis je me suis dit, je suis allé voir. Je veux pas juste regarder, je veux également participer pour voir c'est quoi la vibe et pourquoi ça prend autant de place, même à ce moment-là, en 2019, dans la vie de mes étudiants. Et puis, quand j'ai commencé, justement, TikTok, je me demandais qu'est-ce que moi, je pouvais apporter à l'application. Fait que je me suis dit, je suis prof, fait que je peux parler, je peux essayer d'éduquer un peu les gens sur certaines choses. Moi, je reconnecte, fait que je peux parler de mon processus. Puis ça partait tout de la langue. Fait que je me suis dit, je peux faire des vidéos par rapport à la langue abénakise. Puis, je me suis dit aussi, je vais faire un compte anglophone. J'ai été un TikToker anglophone pour les 2 premières années de ma vie sur l'application parce que j'avais réalisé, en étant quand même souvent sur l'application, que la communauté TikTok autochtone en anglais, Native TikTok, était la communauté la plus tissée serrée, la plus forte et la plus en croissance en Amérique du Nord. C'était vraiment, vraiment un beau moment pour tout ce monde-là autochtone sur les médias sociaux, sur TikTok surtout, parce que on s'entraidait tous. On était tous là, puis on s'élevait les uns les autres. Fait que c'était vraiment un moment... En rentrant à ce moment-là, on s'aidait vraiment tous. C'est à des années-lumière de ce que c'est TikTok aujourd'hui, mais c'était vraiment très, très communautaire dans ce temps-là. Puis, moi, j'ai commencé à faire des TikTok par rapport à la langue. Je posais la question, comment est-ce que tu dis ce mot-là dans ta langue maternelle? Moi, je donnais la réponse en abénaki. En anglais, ça marchait plus parce que c'est comme « How do you say this in your native language? » Ah oui. Puis, il y a comme un jeu de mots avec langue maternelle puis autochtone. Autochtone, ben oui. Ouais. Fait que ça faisait 3 choses. Ça faisait qu'il y a des gens qui me montraient comment dire des mots dans leur langue autochtone, ce qui était super intéressant. J'apprenais des choses de partout. Il y a des gens qui faisaient juste me répondre qui étaient contents d'apprendre des mots dans ma langue à moi, ou d'autres abénakis qui apprenaient des mots en abénaki grâce à moi, parce que c'était quand même pas si facile que ça, avoir l'accès à la documentation sur la langue abénakise. Mais il y avait aussi des fois des gros créateurs de contenu ou des brands qui reprenaient ces débuts-là puis en faisaient des jokes. Celui que je donne en exemple souvent, c'est Chipotle. Chipotle, il avait pris... j'avais fait une vidéo lors de la Saint-Valentin, j'avais dit « Comment est-ce que tu dis je t'aime ?» dans ta langue. Puis Chipotle avait pris cette question-là, puis il avait répondu, puis c'était kitten, puis cringe, mais dans le temps, ça passait. Puis il avait répondu, c'est comme 2 personnes dans un char, puis il avait même pas dit de quoi, ou c'était quelque chose comme « Tiens, je te donne un burrito. » C'est comme ça que tu dis « Je t'aime. » Tu sais, c'est vraiment, vraiment kitten en regardant ça avec les yeux d'aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, ça avait fait fureur, des centaines de milliers de vues, tu sais. J'avais aussi des créateurs de contenu très, très connus dans d'autres pays qui réutilisaient ça, puis qui donnaient la réponse dans leur langue. Fait que quand un gros créateur faisait ça, j'avais ces followers qui commençaient à me suivre. Ce qui faisait que j'avais 1% de mon following qui était justement irlandais, 1% éthiopien, 1% australien, 1% néo-zélandais. J'avais beaucoup de followers états-uniens, puis canadiens, puis j'en avais partout dans le monde. Fait que j'étais comme international. C'était vraiment drôle dans ma première année. Moi, je m'amusais, tu sais, je faisais ça vraiment pour le plaisir, puis ça a toujours été ça aussi, tu sais, j'avais pas l'intention de monétiser ça de quoi que ce soit. Après ma première année, j'ai commencé à avoir certaines gigs dans les médias traditionnels ou à la télé, à la radio. J'ai pogné un contrat où j'écrivais des articles pour le journal Métro. J'ai été pris comme chroniqueur à La Journée est encore jeune. On va se le dire, des émissions comme ça. Puis là, ça a fait quand même boule de neige vraiment rapidement. Puis à un moment donné, là, on était rendu en 2022 à peu près 40 000 abonnés. Je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire?
Parce que le jour, j'étais prof au secondaire, puis le soir, puis les week-ends, j'étais créateur de contenu. Ça commençait à devenir très prenant avec mes 2 enfants également. C'est ça, oui. À un moment donné, j'ai dû faire ce choix-là de est-ce que je continue l'un ou je continue l'autre. Je pouvais plus vraiment faire les deux. Mais là, je me suis demandé, est-ce que je vais être capable de vivre de ça? Mais tu sais, je me suis dit, OK, je pense que si je le fais pas, je pense que je vais le regretter. Puis de toute façon, là, j'avais quand même un filet pas pire en dessous de moi parce que j'ai entendu dire qu'il en manque des profs. Fait que dans le pire des cas, je retournerai enseignant. J'ai l'impression qu'il te reprendrait demain matin. Ben c'est ça. Puis je suis pas, j'étais pas tanné d'être prof. Fait que comme moi, ça me convient tout à fait. Fait que pourquoi pas l'essayer puis voir où ça me mène. Fait que là, on est rendu début 2023. Je décide de faire cette décision-là. Puis en démissionnant, j'ai été approché par une agence, l'agence Valide de Urbania, qui m'ont justement dit, ben écoute, on part une nouvelle agence de créateurs de contenu, ça tente de faire partie de notre roster. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Puis à partir de là, petit à petit, les contrats ont commencé à arriver de plus en plus. Puis à ce moment-là, j'étais déjà rendu un compte francophone, parce que je me suis dit, si je veux pouvoir vivre de ça puis percer au Québec, il faut que je puisse rejoindre le monde du Québec. Fait que voilà, c'est à peu près on est rendu là. J'ai démissionné puis j'ai commencé ça à temps plein. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en tant que prof, j'ai troqué une classe de 30 élèves pour une classe de 8 millions parce que j'atteins le Québec en entier maintenant. Ah oui. Alors, c'est vraiment le fun d'avoir ce range-là, de pouvoir éduquer puis de toucher tout ce monde-là partout au Québec. Ben oui. Et Xavier, j'ai le goût de te demander aussi, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans les communautés autochtones. Quand on s'y rend, on voit, Messenger notamment est très utilisé, Facebook en général. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette utilisation des réseaux sociaux en milieu autochtone? Oui, c'est pas juste en milieu autochtone, je dirais que c'est chez les Autochtones tout court, parce que, puis je me base pas sur juste des observations, là, je me base sur une étude qui a été faite qui démontre qu'au Canada, 75% de la population est sur les médias sociaux. Donc, toutes les applications que tu as nommées et plus encore, comparativement à 85% des Autochtones, des personnes autochtones. Et puis, là, eux autres, ils vont pas essayer de spéculer sur pourquoi c'est comme ça, mais moi, je peux me permettre de le faire parce que j'ai des opinions, puis c'est juste ça que je fais. Ma raison pour laquelle je pense que c'est le cas, pourquoi les Autochtones sont 10% de plus quand même présents. Et donc, 85, c'est quand même c'est beaucoup de gens. C'est énorme, oui. C'est parce que les communautés, les réserves ont été créées justement pour nous isoler. Puis grâce aux médias sociaux, on a trouvé un moyen de reconnecter, de moins se sentir seul à la maison, de pouvoir réaliser qu'on est des milliers, des centaines de milliers à avoir vécu un peu la même chose à travers la colonisation, puis on n'est pas tout seul. C'est vraiment ça. Puis ça nous permet de connecter entre nous de façon qui nous était empêché de le faire. Je veux dire, pour pouvoir quitter la communauté. Puis quand j'utilise le mot réserve, là, c'est parce que je fais référence au fait que c'est une prison. T'sais. C'est pour ça que des fois j'utilise ce mot-là. Sinon, ça va toujours être communauté. Mais quand les réserves ont été créées, puis dans le temps, là, je veux dire, puis il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le droit de quitter la réserve, on n'avait pas le droit de communiquer avec les autres. Il fallait avoir la permission écrite pour pouvoir sortir. Ça, il n'y a pas si longtemps de tout ça. On n'avait même pas le droit de vivre nos propres coutumes, traditions de notre culture jusque dans les années 50. Si on faisait un powwow, on chantait, on dansait, on parlait notre langue, on pouvait être emprisonné. Fait que vraiment, de pouvoir maintenant tout le faire à travers les médias sociaux de façon facile, ça a vraiment été un changement important. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Xavier Watso, depuis plusieurs années, puis tu l'évoquais un peu plus tôt, on peut te voir sur plusieurs grands plateaux de télé. On pense à Bonsoir, Bonsoir du côté de Radio-Canada. On peut également t'entendre à plusieurs micros sur les ondes de Radio-Canada notamment également. Je me suis demandé, comment est-ce que tu arrives à déterminer si une invitation que tu reçois par un média est sincère? Est-ce que parfois tu as l'impression qu'il y a des invitations qui arrivent sur ta boîte courriel qui ressemblent un peu à... Bon, j'aime pas le terme, mais du redwashing ou un désir de cocher une case, un peu se targuer d'être inclusif. Comment tu fais pour savoir si l'invitation est sincère? Je réponds à ta question en deux temps. Je réponds à ce que tu as dit par rapport au redwashing ou à la sincérité de l'invitation.
Je pense que c'est absolument. Des fois, c'est pour cocher une case. Je pense que, non, la journée est encore jeune. La première fois qu'ils m'ont invité, c'était pour ça. Mais par la suite, tu sais, ça s'est bien passé. Puis ce qui est le fun avec la journée, c'est que tu peux les niaiser par rapport à ça, tu sais. C'est vrai. Ouais. Alors, je le faisais quand même assez souvent. Tu sais, je le faisais, bon, c'est ça, vous m'avez pas invité pendant 3 mois parce que là, c'est l'équinoxe, fait que vous m'avez invité, tu sais. Ça va de même. Je pense qu'ils sont ouverts à ce genre d'humour-là, puis c'était le fun. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment, des fois, c'est pour cocher des cases. Mais moi, je suis pas contre non plus cette approche-là. Moi, je pense que tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on va avoir l'opportunité de se faire voir ailleurs. Je pense que c'est une discrimination positive, là, comme on appelle. Là. Je sais pas si c'est ça, mais moi, je pense que c'est bien parce que tant qu'on ne sera pas réellement, tu sais, tant que je ne veux pas dire du racisme systémique parce que c'est un peu fort par rapport à parce que je sais qu'il y en a, là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais par rapport à ça, je pense qu'il y a des biais ou des aveuglements qui sont faits. Puis, tu sais, les gens ne vont pas nécessairement penser à inviter un Autochtone juste pour parler d'autres choses. Tu sais, comme encore aujourd'hui, là, je suis toujours invité pour parler juste de choses autochtones. C'est très rare, puis c'est vraiment le fun quand j'ai l'opportunité de le faire pour autre chose. Mais je pense que, tu sais, il faut commencer par nous inviter. Puis même si c'est pour faire bonne figure, au pire, on va avoir le pied dans la porte, puis on va pouvoir ensuite la défoncer, cette porte-là, puis parler d'autres choses. T'sais, moi, j'ai commencé comme ça, puis je pense que je suis rendu à parler de plein d'autres sujets. Je parle de parentalité, je parle de masculinité, je suis dans le monde des livres, puis des musées, puis j'ai commencé de cette façon-là avec je pense qu'il y avait besoin de cocher une case, mais après ça, au final, tu finis aussi par connaître le monde. En fait, c'est ça, c'est que tu as une façon de faire, tu as un radar pour ces pièges-là. Absolument. Et Xavier Watso, j'ai le goût qu'on parle d'un projet fait tout nouveau, tout beau, le documentaire Wamban, Retrouver nos voix, une magnifique production disponible sur tout.tv, où l'on te suit sur le territoire. Tu es alors à la recherche de pistes de solutions pour assurer la sauvegarde des langues autochtones au Québec. Xavier, bon, question large, mais en même temps, j'ai goût de t'entendre. Qu'est-ce que tu as appris sur les réalités des langues autochtones au Québec au fil de ce projet? Beaucoup de choses, en fait. Je me permets de faire un préambule à ta question, parce que ce projet-là, ça fait comme plusieurs années qu'on travaille là-dessus, moi puis l'équipe de prod d'Andisha. On était, tu sais, il y a 5 ans, on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis on a bâti un projet là, de 13 épisodes d'1 heure où est-ce qu'on faisait le tour du monde. Là, on allait voir partout ailleurs pour voir qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher sur la protection de langues autochtones. Tu sais, vraiment, les Maoris, eux autres, ça fait depuis les années 80 qu'ils travaillent là-dessus. Dans l'Ouest canadien ou aux États-Unis, tu sais, ils traduisent des films de Disney dans leur langue. Tu sais, comment est-ce que... Puis j'étais comme, au Québec, ça se fait pas. Puis si on regarde aussi au Québec, je trouve que le Québec aussi est souvent en retard par rapport à ce genre de sujet-là, par rapport à l'Ouest canadien ou par rapport à d'autres endroits. Fait que j'étais comme, on va aller voir ailleurs, on va ramener ça ici. Puis évidemment, avec les contraintes de la vie, de temps et de budget, finalement, ça a été réduit à un documentaire d'1 heure. Puis on a dû faire le tour du Québec. Puis j'étais comme, finalement, ça va être un état des lieux. Mais en faisant le tour, j'ai réalisé, on n'est pas à plaindre pantoute. Parce que ce qui se passe ici au Québec, c'est vraiment hot. Je pense même qu'on pourrait exporter ça. Finalement, c'est d'autres pays qui devraient venir chez nous voir qu'est-ce que nous on fait. Parce que c'est vraiment hot, les initiatives. Il y en a énormément. Puis on voit tout l'effort qui est mis par les gens ici même. Que ce soit comme dans des communautés plus éloignées ou plus proches de certaines métropoles. Tu as vraiment une espèce de mélange d'initiatives qui sont vraiment toutes plus intéressantes les unes que les autres. Puis, je veux dire, qu'est-ce que j'ai appris? Chaque endroit où j'allais, j'apprenais cette initiative-là. Je ne les connaissais pas. Évidemment, c'est parce que moi, je suis Abénaki, on ne peut pas s'attendre à ce que je connaisse toutes les communautés, toutes les langues, puis tout ce qui se fait. Moi, je sais ce qui se fait pour ma communauté, puis nous, ce qu'on fait, c'est la base. Puis c'est correct, là, je veux dire, là, je pense que c'est important, puis on part de là. Mais il y a d'autres communautés qui font des affaires vraiment hot aussi, puis je pense que ce serait le fun que ma communauté aussi les emboîte le pas. Ah oui. Et il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment happé, c'est celle de Richard Kistabiche, quand il dit qu'une langue, ça ne s'apprend qu'en mouvement. En tout cas, je ne sais pas si je le cite ou paraphrase comme il faut, mais cette phrase-là, moi, elle m'a vraiment happé. Je ne sais pas, toi, comment tu l'as reçue, cette phrase, dans le cadre du documentaire? Ben vraiment, parce que sinon, ça devient... Tu sais, assis tout seul devant ton dictionnaire, tu sais, surtout pour nous, les Abénakis, je veux dire, on est une douzaine de locuteurs albaragouinés. Peut-être qu'il y en a comme 5-6 qui sont capables de le parler. Tu sais, je veux dire, on est parti... L'image que je donne, c'est qu'on était en train de tomber en bas de la falaise, puis on s'est rattrapé sur une branche. Là, on est là. Fait qu'il faut quand même qu'on remonte toute la falaise. Fait que, tu sais, c'est tough, tu sais. Fait que si t'es comme...
si t'es seul chez toi devant ton dictionnaire, tu peux pas le pratiquer, c'est dur. Fait qu'il faut vraiment trouver le monde, trouver les endroits, trouver les opportunités. Un des meilleurs exemples, c'est dans le documentaire, quand on va à Manawan, puis ils font l'école en forêt. Tu sais, ils ont une semaine de congé à l'école, puis les jeunes vont dans les camps, puis ils chassent, ils apprennent les mots du territoire, sont en mouvement, sont ensemble. C'est vraiment des beaux moments. Non, vraiment, c'est un magnifique documentaire. Puis, je me demande, au terme du documentaire, c'est drôle, il y a une question qui est montée, puis je te la lance, Xavier. Yes. Toi, de ton côté, est-ce que tu as un mot préféré en Abénaki? Est-ce qu'il y a un mot que tu aimes particulièrement en Abénaki? Ah, j'en ai plusieurs, tu sais. Ben, je vais tous les nommer, t'inquiète, on a le temps. Au pire, t'es coupé au montage rendu là. Tu sais. On va y aller avec le premier. Le premier, c'est évidemment Kwai. Kwai qui veut dire bonjour. Pourquoi je l'aime, ce mot-là? C'est parce qu'il est différent des autres Koué. Au Québec, on entend souvent Koué à cause de l'émission Koué-Koué, à cause de... Il y a beaucoup, beaucoup plus d'Autochtones qui utilisent Koué. Je pense que 6 nations sur 11 utilisent Koué. Et donc, tu sais, nous, les Abénakis, on dit Kwai. Puis ce que j'aime, c'est que c'est différent, puis ça me permet d'expliquer pourquoi c'est différent. C'est toutes les mêmes racines algonquiennes, tu sais, de ces mots-là. Puis ça s'est transformé à travers le temps, tout comme Allo, Ola, puis Hello s'est transformé à partir des racines latines de ce mot-là. Fait que c'est comme, OK, c'est les mêmes langues, puis on est capable de reconnaître certains mots, mais ça s'est transformé, puis c'est beau de voir la transformation à travers le temps. Mm-hmm. Sinon, un autre mot que j'aime bien, c'est évidemment Alnamba Andouawangan. Puis dans ce mot-là, il y a 8, le chiffre 8 dans le mot même. Je l'aime bien parce que c'est en fait comme ça qu'on nomme la langue abénakise. Le 8, c'est un son qui n'existait pas vraiment dans une des lettres ou dans une combinaison de lettres dans le français. C'est un mélange de AN et le ON. C'est pas an et on, c'est an. Et donc, c'est comme al, nan, ba, andoi, wangan. Ça s'est transformé, puis là, je l'ai appris par la suite, là, c'est qu'en fait, c'est un O avec un chapeau par-dessus, puis avec le temps, ça s'est transformé juste en 8. Mais je trouve ça très beau à voir, puis je trouve ça différent. Moi, j'aime ça. Et finalement, ben, mes mots préférés d'un point de vue personnel, c'est évidemment Nanatassis, Kokokas et Menaan. Nanatassis, est-ce que c'est un petit oiseau? Est-ce que c'est ça? Ben, comment ça, tu sais ça? Ben, oui. Je te suis sur les réseaux sociaux, je l'ai dit. Ah, c'est ça. Oui, Nanatassis, en fait, ça veut dire colibri. C'est le nom abénaki de ma fille. Kokokas, qui veut dire hibou, c'est le nom abénaki de mon fils. Puis Menaan, qui veut dire île, c'est en fait le prénom de ma conjointe. Oui. Donc, beau trio. Oui, moi, je suis le seul, en fait, à pas avoir de nom abénaki de par les éloignements. Puis, tu sais, comme d'avoir pu donner des noms abénaki à mes enfants à travers une cérémonie qui s'appelle le Walking Out, la cérémonie des premiers pas. Ça a été pour moi un énorme moment de reconnexion, tu sais. Ma mère, elle a un nom abénaki, mais même moi, je suis le seul. Je suis le seul à pas d'avoir eu. Fait que peut-être qu'un jour, je ferai une cérémonie pour en avoir, mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir redonner ça puis transmettre ça à mes enfants. Mais quoi que, en même temps, Watso veut dire montagne en abénaki. Fait qu'on pourrait dire que c'est ça mon nom abénaki. Xavier, il y a un élément dans tes conférences, dans tes prises de parole médiatiques aussi, dont tu parles souvent, ce sont les 3 R. Encore là, on sent le prof, le pédagogue derrière toi, parce que ça nous permet de retenir ces éléments clés qui sont pour toi le respect, premier R, ou la reconnaissance. Deuxième R, la réparation. Troisième R, la réconciliation. Alors, 3 mots très importants, chargés symboliquement. J'ai le goût de parler avec toi surtout du mot réparation parce qu'on l'entend moins souvent. Bon, respect, reconnaissance, réconciliation, on peut voir, mais réparation, je me demandais, qu'est-ce qui, de ton côté, qu'est-ce qui, à tes yeux, doit être réparé exactement? Puis comment on peut contribuer collectivement à ce travail de réparation? Ouais. Tu sais, c'est celui qu'on entend le moins souvent parce que c'est la journée vérité et réconciliation. Le gouvernement, il a omis le côté réparation de la chose. Puis pourquoi il l'omet? Ben, parce qu'il veut pas avoir à trouver des façons de réparer les erreurs. Je vais me permettre de faire une parenthèse puis d'expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre rapidement que sans réparation, la réconciliation n'est pas possible. C'est un exemple que je fais dans mes conférences, c'est un exemple que je faisais à mes élèves en classe. Tout le monde peut la faire, c'est super simple. Mettons que tu es devant ta classe d'élèves, puis tu essaies de l'expliquer, tu dis, bon, tu vois un élève avec un porte-crayon, là, alors tu vas chercher son coffre à crayon, tu le prends,
Puis, tu commences à prendre certains de ces crayons, tu les mets dans ta poche, tu déverses le coffre à crayons sur ta table, tu jettes 2-3 crayons, puis tu donnes aussi 2-3 crayons à d'autres élèves dans la classe. Tu as tout foutu le bordel dans ces affaires. Tu sais, je peux faire ça avec une boîte à lunch ou je l'ai fait avec le portefeuille de Jean-Philippe Autier également. Tu peux faire ça au départ. Par la suite, tu continues ton cours comme si de rien n'était. Mais là, à un moment donné, il y a un petit soulèvement populaire qui se fait dans la classe. Les élèves se demandent, ben là, monsieur, vous avez tout détruit son truc, qu'est-ce que vous faites? Là, je me retourne, tu sais quoi? Merci d'avoir porté attention à ça parce que vous avez raison. Vous savez quoi? Je m'excuse vraiment d'avoir fait ça. C'était mal de ma part, puis c'est vrai. Écoute, ce que vous dites, j'aurais pas dû faire ça. Je m'excuse. Par la suite, tu continues ton cours, par exemple. Tu te retournes, tu continues à écrire au tableau. Tu continues ton cours, ta conférence, tu continues ce que tu faisais. Puis là, tu entends encore des murmures en arrière, tu te retournes, puis tu te dis, mais je comprends pas pourquoi vous êtes encore en train de parler de ça, là. Je veux dire, on est rendu à la réconciliation, je me suis excusé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Puis c'est là que tout le monde peut comprendre que si je ramasse pas les crayons que j'ai jetés par terre, que je reprends pas les crayons que j'ai donnés aux autres, que je rachète pas les crayons que j'ai brisés, puis que je redonne pas le coffre à crayons à l'élève, sans réparation, il y aura pas de réconciliation réelle ou possible. Et donc, pour moi, cette façon-là, ça permet de réellement comprendre pourquoi la réparation est importante, puis pourquoi on n'est pas encore rendu à la partie réconciliation que tous les gouvernements aimeraient bien qu'on atteigne. Avant même de répondre encore une fois à ta question, je vais parler du premier R parce que je pense qu'il est important, le respect ou la reconnaissance. Quand je parle de respect ou de reconnaissance, c'est de un, on respecte ce que les Autochtones ont à dire, puis on reconnaît les erreurs du passé. Fait que des fois, on a reconnu certaines erreurs du passé. Parfois, on écoute, puis on respecte ce que les Autochtones ont à dire. Mais lorsque les Autochtones eux-mêmes te disent qu'ils ont vécu du racisme systémique, puis qu'on refuse de le reconnaître, on n'est même pas prêt pour passer à la deuxième étape, pour ensuite se rendre à la réconciliation. Fait que quand on a des gouvernements qui refusent de le reconnaître, c'est extrêmement problématique pour ma part. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de réparation? Ben, c'est là que ça devient plus compliqué. Surtout pour moi, d'essayer de l'expliquer, parce que j'ai pas de solution. Je suis pas... Il y a des Autochtones qui vont en droit, qui vont justement dans certains domaines pour essayer de trouver des solutions, pour comment est-ce qu'on pourrait réparer ces erreurs-là du passé. Est-ce que c'est des réparations monétaires? Je ne sais pas, parce qu'il y en a une récemment à Odanak, une réparation monétaire pour un territoire qui a été volé, tu sais, puis... Au final, ça a créé plus de chicanes que d'autres choses dans la communauté. Fait qu'est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que c'est des réparations territoriales? Au Québec, il y a presque aucun territoire qui a été cédé. Là. On n'a presque pas de traité. Il y en a un dans le nord, puis il y a le nôtre qui est très, très récent. Fait que c'est comment qu'on fait? Les gens habitent dessus. On va pas les exproprier, ça fait pas de sens. Fait que c'est vraiment une question épineuse qu'il faut réfléchir ensemble collectivement. Mais je pense qu'en tant qu'individu, ce qu'on peut faire pour essayer justement de se rapprocher de la réconciliation, c'est d'essayer de mieux comprendre puis de montrer les efforts qu'on fait pour tendre à la réconciliation. Donc, apprendre des mots dans les langues autochtones, aller à la rencontre de l'autre, essayer d'ouvrir ces portes-là, puis de créer ces échanges-là. Fait que, tu sais, comme de s'intéresser, de s'instruire, puis de s'éduquer sur les causes autochtones, c'est une forme de mince forme, mais c'est une forme de réparation que les individus en tant que point individuel peuvent faire. En terminant, Xavier Watso, j'aimerais que tu nous lances une invitation au Power d'Odanak et de Wolinak parce que Absolument. tu animes. Est-ce qu'on dit maître de cérémonie, c'est bien ça? Oui, maître de cérémonie. Maître de cérémonie lors des Power d'Odanak et de Wolinak. Alors, si tu peux nous lancer une invitation pour cet été, hein, ça a normalement lieu en juillet et en août, je crois, ces deux Power. Exact. Ben, en tout cas, oui, absolument. Je vous invite. Une des choses que vous devez faire si vous n'êtes jamais allé dans un powwow puis vous habitez au Québec, c'est d'aller dans un powwow. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Il y en a à toutes les fins de semaine tout au long de l'été. Vous pouvez aller voir le site web Tourisme Autochtone pour voir lequel est le plus proche de chez vous, voir c'est quoi les dates, puis organiser une petite visite dans un powwow. J'anime encore le powwow de Wolinak cette année. Celui d'Odanak, je suis rendu juste un participant. Je me promène, fait qu'on pourra se voir sur place. Mais oui, venez dans les powwows. On pourra s'y voir puis on pourra se parler là-bas. Souvent, il y a du côté des Allochtones une sorte de gêne à se rendre pour dans les powwows pour y participer. Ouais.
On peut y aller sans problème dans les powwows puis Absolument. assister, ouais. C'est des moments d'échange extraordinaires que vous allez vivre. Vous allez pouvoir trouver les plus belles boucles d'oreilles puis autochtones puis les porter tout au long de l'année parce que c'est de l'appréciation culturelle dans ces conditions-là. C'est des moments que vous allez chérir puis vous allez apprendre de quoi puis passer un bon moment, certain. Xavier Watso, Ksi Olone, vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Ole Nanawalmezi? Ouais, Tsiolone, Ole Nanawalmezi, ben porte-toi bien, toi aussi. Merci beaucoup, Ksi Olone, vraiment, Xavier. C'était une joie de parler avec toi. Merci. Ben, pareillement. À la Merci. prochaine. Au revoir. Allez. Adios. Chion Léoné, un grand merci au créateur de contenu abénaki Xavier Watso pour cette conversation pleine de vie qui nous donne le goût de le suivre sur les nombreuses plateformes dans lesquelles il s'exprime. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. La production de cette émission est possible grâce au soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et de la Fondation Lucien Labelle.